Cela commence toujours de la même manière. Quelqu'un se fait une petite coupure, rien de dramatique, rien de cinématographique. 12 heures plus tard, leur bras est enflé. 24 heures plus tard, ils tremblent de fièvre. Au 3e jour, ils ne sont plus là, non pas parce que la blessure était grave, mais parce que le monde n'a plus d'hôpitaux, d'antibiotiques ou de seconde chance. C'est la véritable terreur de l'effondrement. La mort arrive discrètement, déguisée en quelque chose que vous ignoriez autrefois. Et avant de commettre l'erreur classique, ne pensez pas que les premiers secours de base vous sauveront. Vos concurrents en ligne répètent les mêmes conseils du monde d'avant. Nettoyez, pensez, maintenez la pression, espérez que ça guérisse. L'espoir n'est pas un protocole, la gaz stérile n'est pas une stratégie. L'infection ne respecte pas votre liste d'équipements, elle respecte la chimie. Et si vous ne savez pas extraire une véritable force antimicrobienne de la nature, vous êtes désarmé sur un champ de bataille que vous ne pouvez pas voir. C'est là que la norme change. Vous n'êtes pas là pour éviter de mourir. Ça, c'est le niveau débutant. Dans le paysage post-effondrement, votre mission est plus élevée. Reconstruire vos défenses biologiques à partir de zéro, en utilisant la physique, la biochimie et la logique de terrain du territoire lui-même. Reconstruction, pas survie, voici donc le plan à suivre. 7 formules antibiotiques naturelles, chacune une arme biochimique dérivée de plantes sauvages, chacune capable d'interrompre une infection quand rien d'autre ne vient vous sauver. Des résines qui brûlent les bactéries hors d'une blessure, des composés soufrés qui font exploser les colonies microbiennes, des tanins qui verrouillent l'infection derrière une barricade chimique improvisée. Apprenez-les et vous prendrez le contrôle de votre destin. Ne le faites pas, faites pas dire l'effondrement vous emportera de la même manière qu'il emporte tous ceux qui croient encore que les anciennes règles s'appliquent. La résine de pin est ce qui se rapproche le plus d'un antiseptique de champ de bataille après l'effondrement. Pas du folklore, pas de la guérison naturelle, une arme chimique. Sa charge de terpènes déchire les membranes bactériennes et lorsqu'elle est utilisée correctement, elle crée un seau suffisamment solide pour empêcher une blessure de s'aggraver en sepsis, la principale cause de mortalité lorsque les hôpitaux n'existent plus. La plupart des survivants se trompent encore. Ils raclent la résine brute et l'étalant sur la blessure. C'est de la contamination, pas un traitement. La résine brute contient de la saleté, des microbes d'écorce et des spores fongiques, exactement ce que vous essayez d'éviter. Le vrai protocole est simple et impitoyable. Chauffez jusqu'à liquéfaction, attendez que les impuretés montent et noircissent, filtrez rapidement et appliquez tant qu'elle est encore fondue. Ce moment, qui ne dure que quelques seconde est celui où la différence entre la stérilisation et l'infection est décidée. Une fois appliquée, la résine fait ce que les bandages et les salles stériles faisaient autrefois. Elle referme la brèche, elle ralentit les saignements, forme une croûte chimique et crée une barrière pauvre en oxygène hostile à l'expansion bactérienne. Elle fait gagner du temps, des heures, parfois des jours, au corps pour se regrouper. Cette fenêtre est primordiale. Rappelez-vous ce principe. La résine n'est pas pour le confort, ni pour la beauté. C'est la frontière entre une blessure guérissable et une fièvre fatale. Si vous ne maîtrisez pas cette formule, l'effondrement vous enseignera la leçon à la dure. L'ail sauvage n'est pas un aliment dans une situation d'effondrement, c'est une détonation biochimique. Lorsque vous l'écrasez, de l'allicine est libérée, un composé soufré conçu par la nature pour tuer rapidement les microbes. C'est l'un des rares antibiotiques végétaux assez puissants pour combattre une infection à un stade précoce, en interne et en externe. Si la résine de pin est une armure, l'ail sauvage est la frappe qui repousse les bactéries avant qu'elles ne prennent pied. Mais voici le détail opérationnel que la plupart des gens négligent. L'allicine a une durée de vie mesurée en minutes. Écrasez trop tôt et vous perdez sa puissance avant qu'elle ne touche la blessure. Écrasez trop tard et l'infection a déjà progressé. Le timing est l'arme. Vous n'activez l'allicine que lorsque vous êtes prêt à l'appliquer ou à l'ingérer immédiatement. Il n'y a pas de préparation à l'avance dans ce protocole. Un mauvais timing équivaut à la survie microbienne. Appliquer en externe, une pâte fraîche force un choc chimique sur le tissu infecté. Les composés soufrés pénètrent les couches superficielles, déstabilisant les colonies bactériennes et ralentissant leur propagation. La douleur, attendue. La brûlure, nécessaire. Dans ce monde, le confort est secondaire. Le résultat est primordial.
En interne, l'ail sauvage devient encore plus stratégique. Consommé à dose contrôlée, il repousse l'infection systémique précoce, le stade où la fièvre monte, les ganglions lymphatiques enflent et où vous sentez l'effondrement se produire dans votre circulation sanguine. Mais c'est là que les amateurs se tuent. Ils traitent l'ail sauvage comme une herbe inoffensive et en abusent. Le résultat, irritation de la muqueuse gastrique, vomissement, déshydratation, les conditions parfaites pour que l'infection submerge un corps affaibli. La bonne dose interne est petite, fréquente et toujours associée à une hydratation. Vous n'essayez pas d'anéantir votre système. Vous appliquez une pression juste assez pour faire pencher la balance en votre faveur sans compromettre la capacité du corps à lutter. Cette formule est indispensable lors d'événements de contamination alimentaire, d'exposition à de l'eau avariée ou d'infections de faible intensité qui commencent en interne plutôt que par une blessure. Dans un monde sans produits pharmaceutiques, les infections gastro-intestinales s'aggravent à une vitesse terrifiante. L'ail sauvage est l'un des rares outils restants qui peut interrompre cette réaction en chaîne avant qu'elle ne devienne fatale. La doctrine est simple et non négociable. Écraser à la demande, appliquer immédiatement, doser avec prudence. Utilisé avec précision, l'ail sauvage est un égaliseur biochimique. Utilisé négligemment, il devient une autre faiblesse dans un monde où les faiblesses coûtent des vies. Maîtrisez cette formule et vous porterez l'une des armes de défense interne les plus fiables de l'effondrement. Ne le faites pas et l'infection exploitera votre hésitation de la même manière qu'elle exploite tous ceux qui pensent encore que la survie est une affaire de hasard. L'Achillée millefeuille ne fait pas étalage de sa puissance. Elle semble fragile, presque insignifiante, jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi les soldats la portaient pendant des siècles. Dans un monde post-effondrement sans soins traumatologiques, l'Achillée devient un atout à double phase. Elle ralentit le saignement et supprime l'infection simultanément. Rien d'autre dans la nature ne fournit cette combinaison avec ce niveau de fiabilité. Sa force réside dans deux mécanismes agissant simultanément. Premièrement, les alcaloïdes de la plante signalent au vaisseau sanguin de se contracter, réduisant le saignement de surface et faisant gagner du temps au corps. Cette fenêtre de temps est la seule raison pour laquelle de nombreuses blessures restent guérissables. Deuxièmement, ces composés antimicrobiens repoussent l'expansion bactérienne dans le tissu exposé. Alors que d'autres plantes guérissent ou désinfectent, l'Achillée fait les deux assez rapidement pour être importante lorsque le temps est déjà compté, mais les amateurs la gâchent. Ils frottent des feuilles entières sur une blessure et pensent avoir traité quelque chose. C'est du théâtre de bushcraft, pas un protocole de survie. La méthode correcte exige la macération, écraser les feuilles et les tiges jusqu'à ce que les fibres se rompent et que le jus se libère. La pâte qui se forme est le véritable outil. Sa surface est ce qui pousse les composés dans le bord de la blessure. Appliqué immédiatement, l'Achillée crée ce que les opérateurs appellent un prolongateur de fenêtre, un délai tactique temporaire où la blessure reste contenue assez longtemps pour un traitement secondaire. Scellement à la résine, nettoyage plus profond ou évacuation de la contamination. Dans des conditions de terrain, ce délai est primordial. L'infection n'attend pas. La blessure ne négocie pas. L'Achillée maintient la ligne juste assez longtemps pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Ce n'est pas un remède, c'est un contrôle de champ de bataille. Vous ne guérissez pas, vous stabilisez l'effondrement qui se produit dans vos tissus. Et dans un monde sans suture, sans salles stériles et sans antibiotiques intraveineux, la stabilisation est souvent la seule raison pour laquelle vous vivez assez longtemps pour combattre la phase suivante. Comprenez ce principe. L'Achillée n'est pas une question de confort ou de bien-être naturel, c'est un outil tactique qui empêche votre corps de perdre du temps. Chaque survivant qui dure plus d'1 an dans le monde post-apocalyptique apprend à reconnaître cette plante à la vue, à l'odeur, à l'instinct, car le moment où vous hésitez à l'utiliser est le moment où la blessure choisit sa direction. Guérison ou aggravation. Apprenez à l'appliquer correctement et vous contrôlerez les premières minutes après un traumatisme. Faites le mal et vous verrez la blessure se retourner contre vous plus vite que vous ne pourrez réagir.
L'usné semble fragile, des filaments vert pâle se balançant des branches mortes, mais dans un monde sans hôpitaux, c'est l'un des antimicrobiens à large spectre les plus puissants que vous puissiez déployer. Lorsque l'infection cesse de répondre au traitement de surface, lorsque la blessure commence à sentir doux ou métallique, lorsque la rougeur forme un anneau dur qui s'étend d'heure en heure, c'est là que l'usné fait la différence entre le confinement et l'effondrement systémique. Sa puissance vient de l'acide usnique, un composé assez fort pour perturber simultanément le métabolisme bactérien et fongique. C'est important car les infections post-effondrement restent rarement simples. Elles deviennent mixtes, stratifiées, opportunistes. La résine peut sceller, l'achillée peut stabiliser, l'ail peut attaquer, mais l'usné pénètre. Elle effectue le travail chimique lent et profond qu'aucun autre ne peut atteindre. Mais voici la partie qui détruit les survivants inexpérimentés. Ils l'identifient mal, ils attrapent n'importe quelle lichen suspendue et supposent en fait qu'il est médicinal. Cette erreur a des conséquences. Tous les lichens ne contiennent pas d'acide usnique qui est bien et certains transportent des contaminants du sol qui aggravent les infections. Le test opérationnel est simple et non négociable. L'usné a un cordon central élastique. Tirez-la légèrement. Si un cœur blanc s'étire à l'intérieur comme un petit tendon, vous avez le bon lichen. Pas de cordon, pas de médecine. Une fois identifié, l'extraction ne peut pas reposer sur l'alcool car l'alcool post-effondrement est rarement pur et la contamination ruine la formule. Au lieu de cela, vous utilisez une infusion assistée par la chaleur, une macération longue à basse température qui extrait l'acide usnique sans le brûler. Le résultat est un liquide ou une pâte concentrée avec une force antimicrobienne à libération lente. L'usné est une chimie patiente. Elle ne choque pas la blessure, elle l'infiltre. Sa véritable valeur apparaît dans des situations pour lesquelles la plupart des survivants ne sont pas préparés. Plaies perforantes où les bactéries se cachent profondément. Infiltration fongique due aux environnements humides. Infection lente qui couve sous la peau pendant que vous sentez votre force s'épuiser jour après jour. Ces infections ne s'annoncent pas bruyamment, mais elles tuent avec précision. L'usné est l'un des seuls outils sauvages qui peut repousser les menaces bactériennes et fongiques en même temps. Comprenez clairement cette doctrine. L'usné n'est pas une première réponse. C'est l'arme de guerre intermédiaire, la formule que vous déployez lorsque l'infection refuse de reculer. Vous l'utilisez lorsque la blessure commence à durcir, lorsque le mouvement devient douloureux, lorsque la fièvre obscurcit les bords de votre conscience. Elle n'est pas rapide, mais elle est implacable et dans les conditions d'effondrement, l'implacabilité, c'est la survie. Si vous ne parvenez pas à maîtriser l'usné, son identification, son extraction et son timing, vous laissez une brèche dans votre ligne défensive. Et l'infection exploitera cette brèche à chaque fois. Le plantain est la plante devant laquelle la plupart des survivants passent sans jamais comprendre ce qu'ils viennent d'ignorer. Larges feuilles, basses au sol, peu impressionnantes au premier coup d'œil, mais chimiquement, c'est l'un des outils les plus précieux qui restent dans un monde où la saleté, la rouille et les débris infectent les plaies plus vite que vous ne pouvez les nettoyer. Quand une coupure devient trouble, quand du pus se forme, quand la pression monte sous la peau, ce n'est plus une simple blessure. C'est la contamination qui prend du terrain, le rôle du plantain est de la faire reculer. Sa puissance vient de l'allantoïne, un composé qui accélère la régénération tissulaire tout en supprimant simultanément l'élan bactérien. Mais ce qui rend le plantain indispensable, ce n'est pas son facteur de guérison, c'est son effet de traction. Cette plante peut attirer les contaminants incrustés, les éclats, les microbes du sol et le pus naissant vers la surface par pression osmotique. C'est quelque chose qu'aucun bandage ne peut reproduire dans un environnement d'effondrement. Mais les amateurs se laissent séduire par la commodité et utilisent la feuille entière. C'est une erreur. Une feuille entière repose sur la blessure comme un bouclier. Elle n'extrait rien. Le protocole correct est un cataplasme macéré. Vous écrasez la feuille jusqu'à ce que les fibres se rompent et que les jus se libèrent, puis appliquer cette masse directement sur la blessure. En quelques minutes, la peau s'adoucit, la pression se déplace
et la contamination commence à migrer vers le haut. Ce mouvement est le premier signe que vous avez interrompu l'avancée de l'infection. Le plantain est l'outil que vous utilisez lorsqu'une blessure n'est plus propre, lorsque les bactéries ont déjà pris pied. Ce n'est pas de la prévention, c'est un renversement. La résine scelle, l'achillée gagne du temps, l'ail attaque les microbes, mais le plantain atteint la blessure et récupère ce qui n'aurait jamais dû y rester. Dans les plaies perforantes, les blessures par épines, les coupures, ces coupes sales et la formation précoce d'abscesses, le plantain agit comme un système d'extraction manuel que le corps ne peut pas effectuer assez rapidement par lui-même. Sa plus grande force se manifeste la nuit. Vous appliquez le cataplasme, l'enveloppez légèrement et le laissez agir pendant que vous vous reposez. Au matin, la blessure révèle souvent la vérité, du matériel blanchi extrait, un gonflement réduit et un site d'infection plus souple et plus maniable, prêt pour la prochaine phase de traitement. Dans l'ancien monde, ce serait un remède d'appoint. Dans la réalité post-effondrement, c'est de l'ingénierie, de la survie. Comprenez cette doctrine. Le plantain n'est pas la guérison, c'est le bouton de réinitialisation. Il dégage le champ de bataille afin que d'autres traitements puissent frapper. Sans lui, les infections deviennent cachées, stratifiées et plus difficiles à cibler. Avec lui, vous mettez l'ennemi à découvert, là où vous pouvez finir le travail. Dans le monde post-apocalyptique, la différence entre une blessure que vous pouvez traiter et une qui vous consume se mesure souvent à ce que vous pouvez en extraire. Le plantain vous donne cet avantage. Le genièvre n'est pas subtil, il ne murmure pas ses effets comme le font le plantain ou l'achillée. Il frappe fort, vite et chimiquement, l'un des rares outils restants dans la nature capable de repousser les infections internes lorsque vos symptômes passent donc de l'inconfort au danger. Lorsque vos entrailles se tordent, lorsque la fièvre monte sans blessure visible, lorsque de l'eau contaminée ou des aliments avariés franchissent entre vos défenses, le genièvre devient la ligne séparant le rétablissement d'une spirale descendante dont vous ne pouvez sortir. Sa force réside dans les huiles volatiles, de puissants agents antimicrobiens qui résistent à la chaleur lorsqu'ils sont manipulés correctement. Mais c'est là que la plupart des survivants de l'effondrement se sabotent. Ils font bouillir le genièvre à mort, transformant la formule en un thé amer et inutile. Le protocole est précis, une cuisson douce et contrôlée, juste assez pour extraire les huiles sans les détruire. Cette décoction devient une arme interne rare contre les bactéries colonisant le tube digestif, les reins ou le système urinaire, des endroits que vous ne pouvez pas atteindre avec des cataplasmes ou de la résine. Mais voici la réalité que l'ancien monde a adoucie pour vous. Le genièvre est assez puissant pour que son mauvais usage devienne une menace en soi. En prendre trop et vous sollicitez les reins, vous déshydratez et affaiblissez les systèmes mêmes qui tentent de vous maintenir en vie. C'est pourquoi les opérateurs de l'effondrement traitent le genièvre non pas comme un tonique, mais comme une intervention. Quelque chose de déployé avec intention, non par habitude. Vous dosez petit, vous observez, vous vous hydratez, vous le traitez comme des munitions, pas comme de la nourriture. En externe, la décoction de genièvre devient un lavage de qualité terrain pour les plaies contaminées lorsqu'il est impossible de trouver de l'eau propre. Les huiles recouvrent la surface de la plaie, forçant les bactéries à une retraite chimique que de l'eau simple, peu importe combien vous la faites bouillir, ne pourrait jamais obtenir. Dans les biomes marécageux, les ruines côtières ou les zones post-catastrophe où l'humidité favorise la prolifération fongique et bactérienne, ce lavage devient un outil de survie auquel vous revenez encore et encore. Mais le contexte est important. Le genièvre n'est pas votre première frappe ou votre formule d'entretien quotidien. C'est votre contre-mesure, l'outil que vous déployez lorsque l'infection se propage en interne ou lorsqu'une blessure nécessite un rinçage chimique plus agressif que l'eau mais plus doux que la résine. Si l'ail est votre onde de choc et lucné votre infiltrateur lent, le genièvre est la frappe ciblée, contrôlée, précise et chronométrée. Comprenez cette doctrine. Le genièvre n'est pas un remède universel, c'est un scalpel dans un monde où la plupart des gens ne savent manier que des marteaux. Utilisez-le pour couper l'infection à son stade systémique précoce et vous reprendrez le contrôle. Utilisez-le aveuglément et vous compromettez vos organes, la seule chose que vous ne pouvez pas remplacer dans le monde post-apocalyptique. Maîtrisez sa retenue et le genièvre vous sauvera des types d'infections qui tuent sans jamais briser la peau.
Dans l'ancien monde, le charbon de bois et l'écorce étaient des après-coups, des restes de feux de camp, des débris forestiers. Dans l'effondrement, ils deviennent une arme hybride, un scellant chimique conçu à partir de chaleur, de pression et d'écorce riche en tanins. Cette formule n'existe que dans un seul but, empêcher qu'une blessure sale et s'aggravant ne se transforme en condamnation à mort lorsque tout autre outil est hors de portée. Lorsque la coupure est profonde, lorsque l'odeur passe de piquante à aigre, lorsque le gonflement durcit et que la peau palpite sous la pression interne, vous ne traitez plus une infection de surface, vous traitez une brèche. Et les brèches doivent être scellées. Le charbon de bois fournit la première moitié de la stratégie, l'adsorption. Pas l'absorption, l'adsorption. Il attire les toxines, les sous-produits bactériens et les contaminants de surface vers lui comme un aimant chimique. Mais le charbon de bois seul est incomplet, il extrait mais il ne défend pas, c'est là qu'une écorce chargée de tanins entre dans la formule. Ces tanins resserrent les tissus, suppriment l'activité bactérienne et forment une barrière temporaire, ce que la nature offre de plus proche d'un pansement antiseptique primitif. La plupart des survivants utilisent mal cette formule en étalant de la poussière de charbon froid sur une plaie. C'est une invitation au désastre. Le charbon de bois fabriqué dans la nature contient des résidus de cendres, des insectes, de la matière organique non brûlée. Tout cela introduit plus de contaminants. Le protocole est non négociable. Vous stérilisez le charbon en le réchauffant jusqu'à ce qu'il luise légèrement, puis laissez-le refroidir dans un récipient propre. L'écorce doit également être chauffée ou bouillie pour libérer ses tanins. Ce n'est qu'alors que vous combinez les deux en une pâte épaisse semblable à du goudron. Appliqué rapidement, ce mélange hybride fait 3 choses. Il extrait les toxines de surface que le corps n'a pas encore contenues. Il supprime l'expansion bactérienne avec des tanins qui resserrent les bords de la plaie. Et il crée un saut temporaire, laid, sombre, mais stratégiquement essentiel. C'est la formule que vous déployez quand il ne vous reste plus rien. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est polyvalente. Abscesse en formation ? Utilisez-le. Plaie perforante commençant à creuser, utilisez-le. Une coupure contaminée par de la terre, de la rouille ou de l'eau stagnante. Utilisez-le, rien d'autre ne fonctionne aussi largement et aussi brutalement dans des conditions de terrain. Mais comprenez cela clairement, ce n'est pas une formule de guérison, c'est une formule de confinement. Son rôle est d'arrêter l'infection assez longtemps pour que vous puissiez passer à des antibiotiques végétaux plus puissants ou effectuer un nettoyage plus profond une fois votre environnement plus sûr. C'est le mur de sacs de sable chimique que vous construisez lorsque l'inondation a déjà commencé. Si vous ne respectez pas cette formule, ses exigences en matière de chaleur, son timing, son rôle dans la séquence, vous transformez un outil tactique en une faiblesse. Mais lorsqu'il est utilisé correctement, il devient l'une des défenses de dernier recours les plus fiables contre une infection incontrôlée dans un monde où les erreurs entraînent un nombre de victimes. Utilisez-le pour arrêter l'effondrement qui se produit à l'intérieur de la plaie et pour gagner les heures dont vous avez besoin pour riposter avec précision. L'infection dans un monde post-effondrement n'est pas un problème médical, c'est un scénario tactique. Chaque blessure, chaque fièvre, chaque changement de douleur ou de couleur est un signal de champ de bataille. Votre travail n'est pas de la traiter, votre travail est d'identifier le profil de la menace et de déployer l'arme biochimique appropriée avant que l'infection ne s'aggrave hors de contrôle. Mal interpréter la situation, c'est ainsi que les survivants meurent avec des provisions encore dans leur sac. Choisir la bonne formule commence par une question simple mais impitoyable. À quel type de blessure avez-vous affaire ? Une lacération profonde qui ne cesse de suinter de contamination nécessite de la résine de pin. Le seul atout de terrain capable de sceller une brèche rapidement. Une plaie perforante qui cache une infection profonde sous la surface exige d'abord du plantain car vous devez attirer les contaminants vers le haut avant de pouvoir tuer quoi que ce soit. Une rougeur s'étendant lentement ou un anneau dur exige de l'usné, l'infiltrateur profond qui agit là où les traitements de surface échouent. Une coupure fraîche et saignante a besoin d'achiller pour la stabilisation avant même de penser à quoi que ce soit d'autre. Le timing est le deuxième déterminant. L'infection fonctionne par dynamique. Si la blessure date de quelques minutes et saigne abondamment, la résine est prématurée. Elle emprisonne les contaminants à l'intérieur. Si la blessure date de plusieurs heures et commence à palpiter de chaleur, la résine devient alors essentielle.
Si la fièvre apparaît et que les ganglions lymphatiques se tendent, l'ail ou le genièvre ne sont plus facultatifs. L'infection interne a commencé et vous devez frapper de l'intérieur. L'environnement est le troisième facteur, celui que la plupart des survivants ignorent complètement. Dans les régions marécageuses, la présence fongique explose. L'usné devient donc une partie obligatoire de votre rotation. Dans les climats froids et secs, le flux de résine est limité. Vous devez récolter tôt ou perdre tout accès. Dans les environnements urbains en ruine, remplis de rouille, de débris et d'eau stagnante, le plantain devient votre principale défense de première ligne, car chaque blessure est une blessure par contamination. Le terrain dicte la tactique, refuser de s'adapter est fatal. Ensuite, vous évaluez les signaux d'escalade, rougeur croissante, gonflement rapide, pulsation de chaleur, traînée, mauvaise odeur, pic de fièvre, fatigue soudaine. Chaque signal réduit vos options jusqu'à ce qu'une seule formule corresponde à la situation. Si la blessure évolue plus vite que votre traitement, vous faites une rotation. Achillée pour stabiliser, plantain pour extraire, usné pour infiltrer, résine pour sceller. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la séquençage, de la même manière qu'un médecin de campagne stabilise, nettoie, puis suture. Vous reproduisez l'infrastructure médicale perdue en utilisant la biochimie et la discipline. Et par-dessus tout, vous suivez la doctrine qui régit chaque infection dans l'effondrement. L'hésitation est létale. Une mauvaise application est pire. Le délai permet à l'infection de se développer. Un traitement incorrect enferme l'ennemi plus profondément dans les tissus. Vous devez agir avec clarté. Vous devez traiter l'infection comme un adversaire qui s'adapte, se propage et exploite votre peur. Maîtrisez cette matrice de prise de décision et vous récupérez l'autorité que l'ancien monde confiait autrefois aux hôpitaux. Échouer et le monde post-apocalyptique vous emportera de la même manière qu'il emporte tous ceux qui tentent de s'en sortir, à l'improviste, face à l'infection. La précision est votre seul avantage maintenant. Lorsque le monde s'est effondré, la médecine n'a pas simplement disparu, elle est revenue à son état primordial. Les antibiotiques auxquels vous faisiez autrefois confiance n'étaient pas des inventions, c'étaient des formes distillées de produits chimiques que la nature avait toujours utilisées pour se défendre. La seule différence est que maintenant, c'est à vous d'extraire ces produits. C'est le nouveau contrat entre vous et le monde post-effondrement. Pas d'hôpitaux, pas de produits pharmaceutiques, pas de salle stérile, seulement de la biochimie brute et la discipline pour la manière sans erreur. La plupart des survivants ne font jamais cette transition. Ils s'accrochent à la pensée de l'ancien monde, que l'infection est quelque chose qui leur arrive, quelque chose d'extérieur, quelque chose qu'ils peuvent espérer faire disparaître avec le repos ou l'improvisation. Cet état d'esprit tue plus de gens que la famine ou la violence. L'infection n'est pas passive, c'est un ennemi actif et en pleine expansion. Et dans un monde sans intervention clinique, les seules personnes qui survivent sont celles qui abandonnent l'identité de patient et adoptent le rôle d'opérateur. Opérer, c'est voir chaque blessure comme un calcul, chaque plante comme un outil, chaque heure d'hésitation comme du terrain perdu. La résine de pin devient une armure artificielle, l'achillée devient votre stabilisateur, le plantain devient votre extracteur, l'usné devient votre infiltrateur, l'ail devient votre suppresseur interne, le genièvre devient votre contre-mesure, la pâte de charbon tanin devient votre barricade, vous cessez d'espérer la guérison et commencez à la construire pièce par pièce biochimique. Mais la transformation plus profonde est philosophique. Dans l'ancien monde, la survie était la santé. Dans l'effondrement, la survie est de l'ingénierie. Comprendre comment manipuler la chimie, l'humidité, la température, la pression et la réponse tissulaire avec la précision de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de plan de secours. L'infection vous force à évoluer de consommateur à bâtisseur, de dépendant à souverain. La souveraineté n'est pas poétique, elle est opérationnelle. Cela signifie que vous n'attendez plus le sauvetage, vous produisez le sauvetage. Et voici la doctrine ultime. Dans le monde post-effondrement, l'infection n'est pas une urgence médicale, c'est un test de votre compréhension de la manière dont la nature se défend et de votre capacité à appliquer ces mêmes défenses à votre propre corps. Ceux qui apprennent ces formules ne se contentent pas de survivre, ils réécrivent le sens même de la survie.
Ils ne traitent pas les blessures, ils gèrent des champs de bataille, ils ne comptent pas sur les systèmes, ils deviennent des systèmes. Ils ne craignent pas l'infection, ils la déjouent. L'effondrement a effacé le monde que vous connaissiez. Ces 7 formules font plus que restaurer une partie de celui-ci. Elles marquent le seuil entre ceux qui meurent de blessures évitables et ceux qui se relèvent avec l'autorité dure et froide de quelqu'un qui a maîtrisé la chimie de la survie. Vous avez demandé des antibiotiques. Ce que vous avez gagné, c'est la souveraineté sur votre propre destin biologique.